On me traitait de folle. On disait que j'entrais dans un abattoir sans la moindre arme. Dans le monde impitoyable des procès de divorce à enjeux élevés, on ne se représente tout simplement pas soi-même face à un requin comme Stéphane Bernard. C'était du jamais vu, surtout quand il avait engagé l'avocat le plus redoutable de la ville pour vous dépecer. Tous les membres de la chambre 42 s'attendaient à un massacre ce matin-là. Ils s'attendaient à ce que Manon Leroy s'effondre en larmes, signe les papiers d'une main tremblante et disparaisse dans la pauvreté d'où elle venait. Stéphane, lui, en était certain. Il a même éclaté de rire lorsque je me suis levé. Mais mon mari avait oublié une chose cruciale. La personne qui aide à bâtir un empire sait généralement exactement où les cadavres sont enterrés. Ce qui s'est déroulé au cours des 3 jours suivants n'a pas seulement fait taire son rire. Cela a stupéfié l'ensemble du système judiciaire et révélé un secret si sombre que le juge a menacé de faire arrêter toutes les personnes présentes dans la salle. Ceci est l'histoire de l'épouse qui a joué l'idiote pour finalement mettre le roi échec et mat. Le rire n'était pas discret. C'était un son riche et guttural qui rebondissait sur les murs en acajou du tribunal judiciaire. C'était le son d'un homme qui n'avait jamais connu la défaite de sa vie. Stéphane Bernard se renversa dans son fauteuil en cuir italien, lissant le revers de son costume anthracite à 3000 €. Il se tourna vers son avocat, Nicolas Dubois, un homme connu dans les cercles juridiques comme « le boucher », parce qu'il ne laissait rien derrière lui. Stéphane chuchota assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. « Regarde là, Nicolas. Elle porte cette robe que je lui ai achetée pour un gala de charité il y a 5 ans. C'est pathétique. Elle se croit dans un film. » Nicolas Dubois ne rit pas. C'était un homme aux cheveux argentés et aux yeux comme des éclats de silex. Il se contenta d'un sourire narquois, tapotant son stylo plume en or contre la lourde table en chêne. « Laisse-la jouer la comédie, Stéphane. Cela rend la mise à mort plus facile. Le juge Mercier déteste les pertes de temps. Elle sera accusée d'outrage à la cour avant le déjeuner. » De l'autre côté de l'allée, à la table de la demanderesse, j'étais assise. Je me sentais minuscule. La climatisation du tribunal fonctionnait à plein régime et je frissonnais légèrement dans l'air froid. Contrairement à la table de la défense, encombrée d'assistants juridiques, d'ordinateurs portables coûteux et de piles de preuves reliées, ma table était vide, à l'exception d'un unique bloc-notes jaune et d'un gobelet en plastique d'eau tiède. Je gardais la tête baissée. J'avais relevé mes cheveux bruns en un chignon sévère et raisonnable. Pour l'observateur occasionnel, je ressemblais à une femme vaincue. Je ressemblais à une femme au foyer qui avait été échangée contre un modèle plus récent, en l'occurrence l'assistante personnelle de Stéphane, Chloé Rousseau, âgée de 24 ans. « À l'ordre !» hurla l'huissier. La lourde porte derrière l'estrade s'ouvrit et l'honorable juge Jean-Luc Mercier entra dans la pièce. Mercier était un juriste de la vieille école. Il n'avait aucune patience pour le théâtre et encore moins pour l'incompétence. Il ajusta ses lunettes et regarda le rôle d'audience en fronçant les sourcils. Affaire numéro 4920. Bernard contre le roi, maugréa le juge Mercier. Nous sommes ici pour l'audience finale sur la répartition des biens et la prestation compensatoire. Présentez-vous. Nicolas Dubois se leva avec aisance, boutonnant sa veste. Nicolas Dubois, représentant le défendeur, Monsieur Stéphane Bernard, votre honneur. Le juge se tourna vers ma table. Et pour la demanderesse ? Je me levai. Ma chaise racla bruyamment le sol, un son discordant dans la pièce silencieuse. Stéphane gloussa de nouveau, couvrant sa bouche d'une main bien soignée. Manon Leroy, votre honneur, dis-je. Ma voix était douce et tremblait légèrement. Je me représente moi-même. Le juge Mercier scruta par-dessus ses lunettes. Il laissa échapper un long soupir las qui signalait qu'il redoutait déjà ce procès. Madame Leroy, je vais vous poser la question une seule fois, et je veux que vous écoutiez attentivement. Votre mari est le PDG de Dynamic Sterling, une entreprise du CAC 40. Les biens matrimoniaux en question sont estimés à des dizaines de millions d'euros. Maître Dubois exerce le droit depuis 30 ans. Êtes-vous absolument certaine de vouloir procéder sans avocat ? Vous apportez un couteau à beurre à une guerre nucléaire, madame. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat, votre honneur, dis-je en regardant mes mains. Stéphane m'a coupé l'accès au compte joint il y a 6 mois. Nicolas Dubois se leva d'un bond. Objection, votre honneur. Monsieur Bernard a simplement sécurisé les actifs pour empêcher des dépenses futiles.
Nous avons offert à Madame le roi un règlement généreux de 50 000 € pour couvrir sa transition. Elle l'a refusé par dépit. 50 000 €? Le juge haussa un sourcil. Pour un patrimoine de cette taille? C'est plus que ce qu'elle avait en entrant dans le mariage, dit Dubois suavement. Elle était serveuse quand ils se sont rencontrés, votre honneur. Elle n'a aucune connaissance financière. Nous essayons de protéger le patrimoine. Je vois, dit le juge. Il me regarda. Madame le roi, je vous conseille vivement de reconsidérer l'accord. Si vous continuez, vous serez tenu aux mêmes normes qu'un avocat en exercice. Je ne vous tiendrai pas la main. Si vous manquez une objection, une preuve est admise. Si vous ne déposez pas les bonnes requêtes, vous perdez. Comprenez-vous? Je levai les yeux. L'espace d'une seconde, la peur dans mon regard sembla s'évanouir, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus dur. Mais ce fut si rapide que Stéphane ne le vit pas. Je comprends, votre honneur, dis-je. Je suis prête. Stéphane se pencha vers Nicolas. Regarde ça. Elle va pleurer dans 10 minutes. Maître Dubois, votre déclaration liminaire, ordonna le juge. Nicolas Dubois se dirigea vers le centre de la pièce. Il n'utilisait pas de notes. C'était un artiste. Votre honneur, commença Nicolas, sa voix de baryton digne de confiance. Cette affaire est simple. C'est une tragédie, certes, mais simple. Stéphane Bernard est un visionnaire. Il a bâti Dynamic Sterling à partir d'une start-up de garage pour en faire un empire mondial de la logistique. Il a travaillé 18 heures par jour. Il a manqué les vacances. Il a tout sacrifié pour le succès de la famille. Nicolas me désigna d'un geste accusateur. Et qu'a fait sa femme? Elle est restée à la maison. Elle a participé à des déjeuners. Elle a dépensé son argent. Et maintenant que le mariage s'est malheureusement brisé en raison de différends irréconciliables, elle veut la moitié. Elle veut démanteler une entreprise qui emploie des milliers de personnes juste pour financer un style de vie qu'elle n'a rien fait pour mériter. Nous prouverons qu'un contrat de mariage existe, un contrat qu'elle prétend avoir perdu, et que ses contributions au mariage étaient négligeables. Nous demandons au tribunal de limiter la prestation compensatoire au minimum légal et d'accorder à M. Bernard la pleine propriété des actions de la société. Il s'assit. C'était une ouverture standard et solide. Elle dépeignait Stéphane en héros travailleur et moi en sensu. Madame le roi, dit le juge, votre déclaration liminaire. Soyez brève. Je contournai la table. Je ne suis pas allé au pupitre. Je me tenais maladroitement au milieu de l'allée, serrant mon bloc-notes jaune contre ma poitrine comme un bouclier. Mon mari, Stéphane, et moi, commençai-je, la voix tremblante. Il dit que je n'ai rien fait. Il dit que je n'étais qu'une serveuse. C'est vrai. J'étais serveuse dans un petit bistrot du quartier quand nous nous sommes rencontrés. Stéphane leva les yeux au ciel. Voilà l'histoire à l'eau de rose, pensa-t-il. Mais je continuai, reprenant mon souffle. La loi dans ce pays parle d'un partenariat. Elle parle de bonne foi. Stéphane vous demande de croire qu'il a bâti Dynamic Sterling seul. Il vous demande de croire que les 50 millions d'euros dans la fiducie n'existent pas. La salle devint silencieuse. La tête de Nicolas Dubois se redressa brusquement. Stéphane se figea. Laquelle fiducie? Demanda le juge Mercier, se penchant en avant. La fiducie, votre honneur, dis-je, ma voix se stabilisant, et la société écran aux îles Caïmans enregistrée sous le nom de Blue Ocean Holdings. Et les 3 propriétés commerciales à Avignon achetées au nom de son chauffeur, Couperlon. Le visage de Stéphane passa de suffisant à violet en l'espace de 3 secondes. Il frappa la table de sa main. C'est un mensonge. Elle ment. Monsieur Bernard, asseyez-vous. Aboya le juge. Il tourna son regard vers moi. La pitié avait disparu, remplacée par un intérêt aigu. Madame le roi, ce sont des allégations graves. Alléguer des actifs cachés sans preuve est un moyen rapide de voir votre affaire rejetée et de payer les frais de justice de la partie adverse. Je sais, votre honneur, dis-je. Je retournai à ma table et pris un seul document. Je n'ai pas de diplôme de droit, mais j'ai les factures et les relevés de virements bancaires. Je tendis un papier à l'huissier.
Marqué comme pièce à conviction A, dis-je doucement. Nicolas Dubois arracha la copie des mains de l'huissier. Ses yeux balayèrent la page. C'était un relevé de virement, un transfert de 4 millions d'euros de dynamique sterling vers un compte générique aux Caïmans. Nicolas regarda Stéphane. Tu m'avais dit que les comptes étaient propres, siffla Théil. Ils le sont, murmura Stéphane frénétiquement, la sueur perlant sur son front. Ce compte est crypté. Il est impossible qu'elle ait ça. Elle ne sait même pas utiliser un tableur. Je me rassis. Je regardais Stéphane et, pour la première fois, je souris. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un chasseur qui venait de poser le piège. Appelez votre premier témoin, maître Dubois, dit le juge, sa voix baissant d'un octave. Et ça a intérêt à être bon. L'atmosphère dans la salle d'audience avait changé. Ce n'était plus un massacre. C'était une bagarre. Nicolas Dubois était cependant un vétéran aguerri. Il savait comment se reprendre. Il fourra le papier dans sa mallette, le rejetant comme un faux ou un malentendu à régler plus tard. J'appelle monsieur Christophe Martin à la barre, annonça Nicolas. Christophe Martin était le directeur financier de Stéphane. C'était un homme avec un tic nerveux et un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il prêta serment. Monsieur Martin, commença Nicolas en arpentant la salle, vous gérez les finances de Dynamique Sterling. C'est exact? C'est exact, dit Martin. Êtes-vous au courant des allégations de la demanderesse concernant des actifs cachés aux îles Caïmans ou une fiducie? Je n'ai jamais entendu parler de telles choses, mentit Martin avec aisance. Nos livres sont audités annuellement. Tout est en règle. Madame Leroy confond probablement des dépenses de fonctionnement standard avec une quelconque fantaisie qu'elle a inventée. Merci, dit Nicolas en regardant le juge. Vous voyez, votre honneur, une mauvaise compréhension de la finance d'entreprise complexe. Il se tourna vers moi. Votre témoin. Je me levai. Je n'ai pas apporté mon bloc-notes cette fois. Je me suis approché directement de la barre des témoins. J'ai regardé Christophe Martin dans les yeux. Martin s'agita sur son siège. Il me connaissait depuis 10 ans. Il venait dîner à Noël. Il savait que je faisais de très bonnes lasagnes. Il ne savait pas que je pouvais lire un bilan. Bonjour, Christophe, dis-je. Madame Leroy, acquiesça Théil sèchement. Christophe, vous souvenez-vous du séminaire d'entreprise à Chamonix en 2021? Oui, j'y étais. Vous souvenez-vous m'avoir donné votre ordinateur portable à garder pendant que vous alliez skier, parce que vous aviez peur de le laisser dans le coffre-fort de la chambre d'hôtel? Martin cligna des yeux. C'est possible. Je ne me souviens pas. Moi, je m'en souviens. Vous étiez très ivre cette nuit-là, Christophe. Vous m'avez dit que le mot de passe était l'anniversaire de votre fille. Le 14 juillet 2012. Objection. Cria Nicolas. Pertinence? J'y viens, votre honneur, dis-je calmement. Christophe, est-il vrai que Dynamique Sterling utilise un logiciel appelé Shadow Ledger pour la comptabilité interne? Le visage de Martin perdit toute couleur. C'est un outil standard de l'industrie. Vraiment? J'ai sorti un papier de ma pile. Parce que j'ai fait quelques recherches. Shadow Ledger est un système de comptabilité en partie double conçu spécifiquement pour maintenir 2 jeux de livres. Un pour le fisc français et un pour les propriétaires. Est-ce exact? J'invoque le droit de ne pas témoigner contre moi-même, balbutia Martin. La salle d'audience halta. Vous ne pouvez pas invoquer ce droit dans un procès de divorce civil concernant une procédure d'entreprise, à moins que vous n'admettiez un crime, monsieur Martin. Tonna le juge Mercier. Répondez à la question. Il a cette capacité, murmura Martin. Je continuai, implacable. La nuit du 14 décembre 2023, 3 jours seulement avant que Stéphane ne demande le divorce, avez-vous supervisé un virement de 6 millions d'euros étiqueté frais de consultation à une société appelée Groupe Orion? C'est Stéphane qui me l'a dit. Laissa échapper Martin, regardant son patron avec panique. Il a dit que c'était pour une expansion future. Et qui possède le Groupe Orion, Christophe? Je ne sais pas, mentit Martin. Je me tournai vers le juge. Votre honneur,
Je voudrais soumettre la pièce à conviction B. Ce sont les statuts constitutifs du groupe Orion, enregistrés dans le Val d'Oise. Je plaçai le document sur le rétroprojecteur. Le nom sur l'enregistrement était clair pour tout le monde. Chloé Rousseau. La salle d'audience explosa. Stéphane enfouit son visage dans ses mains. Chloé Rousseau était sa maîtresse. Ordre. Ordre. Le juge Mercier frappa son marteau. Il foudroya Stéphane Bernard du regard. Maître Dubois, contrôlez votre client et vos témoins ou je commencerai à émettre des sanctions qui vous feront tourner la tête. Nicolas Dubois regarda Stéphane avec un venin pur. Tu m'avais dit que la fille n'était pas impliquée dans les finances, siffla-t-il. Elle ne l'est pas, chuchota Stéphane en retour, terrifié. J'ai juste utilisé son nom. Je ne pensais pas que Manon le trouverait. C'est une femme au foyer, Nicolas. Elle tricote. Je retournai à ma table. Je m'assis et pris une gorgée d'eau. Ma main tremblait violemment maintenant. L'adrénaline se dissipait, me laissant nauséeuse. Je regardais Stéphane. Il ne riait plus. Il me regardait avec un mélange de peur et de confusion. Il ressemblait à un homme qui était rentré chez lui et avait trouvé un étranger assis dans son fauteuil. Mais je savais que ce n'était que le début. Exposer l'argent était la partie facile. Le plus difficile était de prouver pourquoi je le méritais. Car Stéphane avait encore une carte à jouer, une carte qui pouvait détruire ma réputation et me laisser sans rien, peu importe l'argent. Nicolas se leva. Il ajusta sa cravate. Il avait l'air dangereux maintenant. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par le regard froid et calculateur d'un prédateur qui avait été blessé. « Votre honneur, dit Nicolas d'une voix glaciale, nous aimerions laisser de côté les finances pour un moment. Nous aimerions aborder la question de la conduite. Nous appelons Madame Manon Leroy à la barre. » Je me figeai. C'était ça. Le contre-interrogatoire. Je me levai et me dirigeai vers la barre des témoins. Madame Leroy, commença Nicolas, s'approchant de moi, envahissant mon espace personnel. Vous semblez très bien connaître les affaires de votre mari aujourd'hui. De manière surprenante. Je suis attentive, dis-je. Vraiment? Ricana Nicolas. Parce que selon une déclaration sous serment de votre ancien psychiatre, le docteur Philippe Garnier, vous souffrez de délire paranoïaque. N'est-il pas vrai que vous avez été interné en 2018 pour une dépression nerveuse? La salle redevint silencieuse. C'était le linge sale. J'ai cherché de l'aide pour une dépression, dis-je doucement. J'ai perdu un enfant. Ah, oui, dit Nicolas, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Une tragédie. Mais pendant cette période, vous avez accusé votre mari de vous espionner. Vous l'avez accusé de manipulation psychologique. Vous étiez sous médicaments, n'est-ce pas? Oui. Et n'est-il pas vrai, Nicolas se pencha, que vous avez un historique de fabrication d'histoires pour attirer l'attention? Que vous êtes, en termes médicaux, un narrateur peu fiable? Je regardai le juge, puis Stéphane. Stéphane souriait à nouveau. C'était son récit. Manon la folle. La triste et folle Manon. J'étais sous médicaments, dis-je, ma voix gagnant une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'étais sous médicaments parce que mon mari me manipulait psychologiquement, et je peux le prouver aussi. Nicolas Dubois laissa échapper un petit rire dédaigneux et secoua la tête. Comment? Demanda-t-il en regardant le juge avec un sourire narquois. Avec d'autres documents volés, Madame Bernard? Non, dis-je calmement. Avec les enregistrements. Nicolas cessa instantanément de rire. Son sourire s'évapora. Quels enregistrements? Exigea-t-il. La loi française autorise l'enregistrement de conversations par l'une des parties si cela constitue une preuve nécessaire, dis-je, citant parfaitement de mémoire le principe juridique. Pendant les 2 dernières années de notre mariage, j'ai porté un enregistreur vocal numérique dans ma poche. Chaque menace, chaque aveu, chaque fois que Stéphane m'a dit qu'il me détruirait si j'essayais de le quitter, j'ai tout. Je plongeai la main dans mon sac et mes doigts se refermèrent sur le plastique froid d'une petite clé USB noire. Je la sortis et la brandis pour que toute la salle la voie. Pièce à conviction C, votre honneur, dis-je.
Stéphane bondit sur ses pieds si vite qu'il renversa sa lourde chaise en cuir avec un fracas. « Elle n'a pas le droit de faire ça !» cria-t-il, son visage devenant rouge tacheté. « C'est une conversation privée, Nicolas. Arrête-la. Asseyez-vous. » rugit le juge. La voix du juge Mercier résonna contre les murs en acajou. « Maître Dubois, si votre client parle encore une fois sans y être invité, je le ferai bâillonner par l'huissier. » Stéphane se figea, la poitrine haletante, et se laissa lentement retomber sur sa chaise. Le juge Mercier se tourna vers moi. « Madame Bernard, vous me dites que vous avez des preuves audio du défendeur admettant quoi exactement ?» Je regardais Stéphane droit dans les yeux. Je regardais droit dans ses yeux bleus terrifiés. « Admettant la fraude, votre honneur. Et admettant qu'il a payé le docteur Philippe Garnier pour falsifier mon diagnostic afin de me garder sous contrôle. » Le silence dans la salle d'audience était lourd et suffocant. C'était comme si tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Même la sténographe judiciaire cessa de taper, ses mains planant au-dessus des touches. « Lancez-le » ordonna le juge Mercier. L'huissier s'approcha et prit la clé USB de ma main tremblante. Il la brancha sur le système audiovisuel du tribunal. Un écran de projection descendit lentement du plafond, affichant une simple interface de lecteur multimédia. Le juge Mercier se renversa dans son fauteuil à haut dossier, son visage impassible. « Maître Dubois, j'autorise ceci en vertu de l'exception de criminalité ou de fraude au secret conjugal. Si cet enregistrement contient la preuve d'un crime, votre objection est rejetée avant même que vous ne la formuliez. » Nicolas Dubois n'objecta pas. Il était trop occupé à fixer son client avec une expression d'horreur naissante. Stéphane agrippait le bord de la table de la défense si fort que ses jointures étaient blanches. Il ressemblait à un homme regardant le compte à rebours d'une bombe qu'il ne pouvait pas arrêter. « Lancez-le » répéta le juge. Les haut-parleurs du tribunal crépitèrent de parasites, puis une voix emplit la pièce. C'était sans équivoque celle de Stéphane Bernard. L'audio était clair, enregistré dans un espace avec un léger écho, probablement notre salle de bain principale avec ses hauts plafonds et ses sols en marbre. « Arrête de pleurer, Manon » ricana la voix enregistrée. « C'est pathétique. Tu crois vraiment que quelqu'un va te croire ? Tu es une décrocheuse scolaire qui a eu de la chance. Je sais ce que tu fais avec les comptes aux Caïmans, Stéphane, dit ma voix sur l'enregistrement, semblant petite et effrayée. J'ai vu les papiers dans ta mallette. » Le rire de Stéphane sur l'enregistrement était cruel. « Tu as vu des papiers. Tu ne sais même pas ce que tu regardais. Mais disons que si. Disons que tu le dis à quelqu'un. Qui vont-ils croire ? Le PDG d'une entreprise du CAC 40 ou la femme au foyer hystérique qui a passé un mois dans un service psychiatrique ? C'est toi qui m'y as mise, murmurai-je sur la bande. Tu as dit au docteur Garnier de dire que j'étais paranoïaque. Je ne lui ai rien dit, se vanta la voix de Stéphane. Je l'ai acheté. 50 000 €, c'est beaucoup d'argent pour un psy avec des dettes de jeu. Il écrira le diagnostic que je veux. Paranoïa, schizophrénie, bipolarité. Fais ton choix. Si tu essaies de toucher à mon argent, Manon, je ne me contenterai pas de divorcer. Je te ferai interner définitivement. Je m'assurerai que tu baves dans une tasse pour le reste de ta vie pendant que je profite de mon argent avec quelqu'un qui l'apprécie. Maintenant, dégage de ma vue. » L'enregistrement s'arrêta. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que l'enregistrement lui-même. C'était un silence lourd et suffocant qui pesait sur tout le monde. Le juge Mercier retira lentement ses lunettes de lecture. Il les nettoya avec un petit chiffon en microfibre, ses mouvements délibérés et terriblement calmes. Il les remit et baissa les yeux vers la table de la défense. « Maître Dubois, » dit le juge, sa voix à peine un murmure, mais tranchant la pièce comme un couteau. « Votre client vient-il d'admettre avoir soudoyé un professionnel de la santé pour falsifier un diagnostic de santé mentale dans le but de discréditer un témoin ?» Nicolas Dubois se leva. Il était pâle. Le sang avait quitté son visage. « Votre honneur, je n'ai jamais entendu cet enregistrement auparavant. Je ne peux pas vérifier son authenticité. Il pourrait s'agir de technologie et deepfake. Il pourrait être généré par IA. Ce n'est pas de l'IA, dis-je depuis ma table. Je me levai, mes jambes se sentant plus fortes maintenant. Parce que je ne suis pas venu seul, votre honneur.
J'ai un témoin. Qui? Lança Stéphane, sa voix se brisant. Qui as-tu? Tu n'as pas d'amis. Je t'ai isolé de tout le monde. Je regardais le fond de la salle d'audience. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Un homme entra. Il était débraillé. Il portait un costume bon marché de 2 tailles trop grand et taché au col. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. Il marchait en traînant les pieds, ses yeux balayant nerveusement la pièce. C'était le docteur Philippe Garnier. Stéphane halta, le son résonnant dans la pièce silencieuse. Non, murmura-t-il. J'appelle le docteur Philippe Garnier à la barre, annonçai-je. Nicolas Dubois regarda Stéphane avec un venin pur. Tu avais dit qu'il était en Europe, siffla Nicolas. Tu avais dit qu'il était injoignable. Il l'était, siffla Stéphane en retour. J'ai payé son billet d'avion. Le docteur Garnier s'avança à la barre. Il refusa de regarder Stéphane. Il regarda le sol, ses mains tremblant violemment alors qu'il en posait une sur la Bible pour prêter serment. Docteur Garnier, dis-je en m'approchant de la barre des témoins. Vous m'avez traité en 2018, n'est-ce pas? Oui, marmonna Garnier. Et vous avez signé une déclaration sous serment soumise par Maître Dubois ce matin, affirmant que je souffre de délire paranoïaque grave. Cette déclaration est-elle vraie? Garnier leva les yeux vers le juge. Il regarda l'huissier qui se tenait près de la porte, une main posée sur sa ceinture. Garnier déglutit difficilement. Non, chuchota Garnier. Parlez plus fort, docteur. Aboya le juge Mercier. Non. Cria Garnier, des larmes montant à ses yeux injectés de sang. Ce n'est pas vrai. Elle est saine d'esprit. Elle l'a toujours été. J'ai tout inventé. La galerie explosa. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur téléphone et chuchotaient entre eux. Pourquoi avez-vous menti, docteur? Demandai-je doucement. Garnier pointa un doigt tremblant vers Stéphane. Parce qu'il me l'a dit. Il a payé mon bookmaker. Je devais 40 000 € à des gens peu recommandables à Enghien-les-Bains. Stéphane a payé. Il m'a dit de la manipuler. Il m'a dit de lui prescrire de lourds sédatifs pour qu'elle ait l'air confuse en public. J'avais besoin de l'argent. Je suis désolé, Manon. Je suis tellement désolé. Objection. Rugit Nicolas, désespéré d'arrêter l'hémorragie. Ce témoin est clairement sous la contrainte. Il n'est pas fiable. La seule contrainte que je vois, Maître Dubois, dit le juge Mercier, ses yeux se rétrécissant en fente, c'est la subornation de témoin que votre client vient de commettre. Asseyez-vous avant que je ne vous joigne en tant que co-accusé. Nicolas s'assit lentement. Il déplaça sa chaise de 15 cm loin de Stéphane, mettant une distance physique entre lui et les retombées radioactives. Je regardais mon mari. Stéphane n'était plus le magnate arrogant. Il transpirait, ses cheveux parfaitement gominés commençant à tomber sur son front. Il avait l'air petit. Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin, dis-je. Docteur Garnier, dit le juge d'un ton menaçant, vous ne quitterez pas ce bâtiment. L'huissier vous escortera dans une salle d'attente. Le procureur de la République sera très intéressé par votre témoignage. Tandis que le docteur Garnier était emmené, sanglotant dans ses mains, la salle d'audience ressemblait à une cocotte minute sur le point d'exploser. Je retournai à ma table. J'avais gagné la bataille du caractère. J'avais prouvé que je n'étais pas folle. Mais je devais encore prouver où était l'argent et pourquoi c'était important. Parce que Stéphane ne me cachait pas seulement de l'argent à moi. Il le cachait à tout le monde. Madame Bernard, dit le juge, son ton maintenant respectueux. Avez-vous d'autres preuves concernant les actifs? Oui, votre honneur, dis-je. Mais pour cette partie, je vais avoir besoin d'une calculatrice. Et je vais avoir besoin que le tribunal examine le fonds de pension des employés de Dynamique Sterling. La tête de Stéphane se redressa brusquement. Si les regards pouvaient tuer, j'aurais été morte sur le coup. La peur dans ses yeux ne concernait plus seulement le divorce. C'était la peur primaire de la prison. Le fonds de pension, chuchota Nicolas Dubois. Il se tourna vers Stéphane. Que as-tu fait, Stéphane? Dis-le-moi tout de suite. Si tu me mens encore une fois, je pars.
C'est compliqué, balbutia Stéphane. J'ai emprunté dessus, juste temporairement pour couvrir les appels de marge sur l'expansion. Nicolas ferma les yeux et se pinça l'arête du nez. Tu as détourné les fonds de retraite de tes employés pour financer une société écran. Stéphane, c'est fédéral. Madame Bernard, continuez, ordonna le juge. Je me dirigeai vers le projecteur. Je plaçai un nouveau document sur la vitre. C'était un tableur complexe rempli de lignes de chiffres et de dates. Pièce à conviction D, annonçai-je. Ceci est une comparaison des cotisations des employés au plan d'épargne retraite d'entreprise, PER, de Dynamic Sterling par rapport aux dépôts réels effectués sur le compte dépositaire au Crédit Agricole. J'utilisais un pointeur laser, un modèle rouge bon marché que j'avais acheté dans une station-service, pour encercler une colonne de janvier 2022 à aujourd'hui. J'expliquais d'une voix stable, chaque employé s'est vu déduire 5% de son salaire pour la retraite. Cet argent était censé aller au Crédit Agricole. Mais ce n'est pas le cas. Je claquai un autre papier sur le projecteur. Ceci, dis-je, est le grand livre de Blue Ocean Holdings aux îles Caïmans. Les dates correspondent parfaitement. 15 janvier, 400 000 € déduits de la paie. 16 janvier, 400 000 € déposés chez Blue Ocean. Il écrémait le fonds de retraite, le blanchissait via les Caïmans pour éviter les impôts, puis l'utilisait pour acheter des biens immobiliers au nom de sa maîtresse. La salle d'audience bourdonnait. Ce n'était plus seulement un divorce. C'était un scandale d'entreprise aux proportions massives. Maître Dubois, dit le juge, sa voix d'un calme mortel. Votre client a-t-il une explication sur la raison pour laquelle le fonds de pension des employés est vide? Nicolas se leva lentement. Il avait l'air fatigué. Il ressemblait à un homme qui réalisait que sa carrière pourrait se terminer aujourd'hui, en même temps que celle de son client. Votre honneur, dit Nicolas. Nous demandons une suspension d'audience. Je dois m'entretenir avec mon client concernant une éventuelle responsabilité pénale. Refusé, dit instantanément le juge Mercier. Nous sommes au milieu d'un procès. Si votre client souhaite invoquer son droit de ne pas témoigner contre lui-même concernant le détournement de fonds, il peut le faire. Mais cela me permettra de tirer une conclusion défavorable concernant les biens matrimoniaux. En termes simples, Maître Dubois, s'il se tait pour éviter la prison, il perd le divorce. S'il parle pour gagner le divorce, il va en prison. Choisissez. C'était l'échec et mat ultime. Stéphane se leva. Il bouscula Nicolas. C'est ridicule, cria Stéphane. Je suis le PDG. C'est mon entreprise. Je peux déplacer le capital où je veux. J'allais le rembourser. C'était un prêt-relais. Un prêt-relais non autorisé par le conseil d'administration? Demandai-je calmement depuis ma table. Parce que j'ai les procès-verbaux des réunions du conseil ici, Stéphane. Tu ne leur as jamais dit. En fait, tu as renvoyé l'auditeur interne qui a posé des questions à ce sujet le mois dernier, n'est-ce pas? Monsieur Cole. Cole était incompétent. Hurla Stéphane, son visage devenant d'un rouge profond. Tout comme toi. Tu te crois si intelligente, Manon. Tu crois que tu peux me faire tomber. J'ai bâti cet empire. Je suis Dynamic Sterling. Sans moi, tu n'es rien. Tu n'es qu'une serveuse. Monsieur Bernard. Le juge frappa le marteau. Contrôlez-vous. Non. Stéphane était maintenant hors de lui. La façade du milliardaire coulé maître de lui s'était brisée en 1000 morceaux. Elle a piraté mon ordinateur. C'est illégal. Cette preuve est irrecevable. Arrêtez-la. Je n'ai pas piraté ton ordinateur, Stéphane, dis-je doucement. La salle se tut pour m'entendre. Je n'en ai pas eu besoin, continuai-je. Tu as lié ton iPad au compte cloud familial pour pouvoir télécharger des photos de tes voyages avec Chloé Rousseau. Tu étais si arrogant. Tu n'as même pas réalisé que chaque document que tu sauvegardais, chaque tableur que tu modifiais, était automatiquement sauvegardé sur le serveur familial au sous-sol. Le serveur que j'ai fait installer pour stocker nos photos de mariage. Je le regardais avec pitié. Tu m'as tout pris, Stéphane. Ma dignité, mes amis. Tu as essayé de me prendre ma raison. Mais tu as oublié de changer tes paramètres iCloud.
Quelques personnes dans la galerie se mirent à rire. C'était un rire nerveux, choqué. Nicolas Dubois commença à ranger sa mallette. « Où allez-vous, maître Dubois ?» demanda le juge Mercier. « Je me retire en tant que conseil, votre honneur, » dit Nicolas, ne regardant pas Stéphane. « Mon client m'a menti, m'a impliqué dans une subornation de témoins, et est en train d'avouer une fraude électronique fédérale au procès-verbal. Je suis éthiquement tenu de me retirer. »« Rasseyez-vous, Nicolas. » Stéphane attrapa le bras de son avocat. « Je te paie 1000 € de l'heure. Tu ne pars pas avant que je le dise. »« Lâchez-moi. » gronda Nicolas, le secouant. « Maître Dubois, vous resterez jusqu'à la fin de cette audience, » statua le juge. « Mais vous n'êtes pas tenu de commettre d'autres subornations de témoins. Maintenant, Madame Bernard, vous avez prouvé que les actifs existent. Vous avez prouvé les violences conjugales et la fraude. Quelle est votre demande de jugement ? » Je pris une profonde inspiration. Je regardai le bloc-notes jaune où j'avais écrit ma plaidoirie finale. Je n'en avais pas besoin. « Je ne veux pas la moitié, votre honneur, » dis-je. Stéphane se figea. « Quoi ? Je ne veux pas la moitié, » répétai-je fermement. « Je veux tout. »« Pour quel motif ? » demanda le juge, intrigué. « Pour motif de dissipation d'actifs, » citai-je le précédent juridique. Lorsqu'un époux dilapide ou dissimule malicieusement des actifs pour frauder l'autre, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'attribuer 100% du patrimoine restant à la victime. Stéphane a vidé le fonds de pension. Il a dépensé des millions pour sa maîtresse. Il a caché le reste aux Caïmans. Si vous lui donnez la moitié, il fuira le pays. Il a un vol réservé pour Dubaï ce soir à 22 h. Je brandis l'impression d'un billet d'avion. Pièce à conviction E. Je dis que Stéphane fouilla frénétiquement ses poches à la recherche de son téléphone. Il avait réservé ce vol il y a 2 heures pendant la pause toilette. Comment l'a-t-elle eu ? Mon iCloud, murmura-t-il, horrifié. Il présente un risque de fuite, votre honneur, dis-je. Je demande le contrôle total des actifs liquides restants, du domicile conjugal et des actions de Dynamic Sterling, qui seront détenus en fiducie afin que je puisse rembourser les employés qu'il a volés. C'était une démarche noble. Je ne demandais pas l'argent pour des yachts. Je le demandais pour sauver les travailleurs. Le juge Mercier regarda Stéphane. Il regarda les preuves. Il regarda la barre des témoins vide où le docteur Garnier s'était assis. « Je suis enclin à être d'accord, » dit le juge. « Monsieur Bernard, remettez votre passeport à l'huissier immédiatement. »« Je l'ai laissé à la maison, » mentit Stéphane. « Huissier, fouillez-le, » ordonna le juge. L'huissier s'avança. Stéphane recula. « Ne me touchez pas !» cria Stéphane. Il regarda la sortie. Il regarda la fenêtre. C'était un animal piégé. Soudain, les lourdes doubles portes au fond de la salle d'audience s'ouvrirent en grand avec une détonation qui fit sursauter tout le monde. Tout le monde se retourna. 6 hommes et femmes en coupe-vent bleu marine avec des lettres jaunes entrèrent en file indienne. Ils étaient suivis par 2 policiers en uniforme. Les lettres sur les vestes n'indiquaient pas FBI. Elles disaient AMF, Autorité des marchés financiers, et derrière eux, le PNF, le Parquet national financier. L'agente principale, une grande femme au visage sévère et aux cheveux tirés en un chignon serré, pointa la table de la défense. « Stéphane Bernard, » annonça-t-elle, « je suis l'agente spéciale Léa Moreau. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude boursière, détournement de fonds et blanchiment d'argent. » Stéphane s'effondra sur sa chaise. Il me regarda. Je ne détournai pas le regard. Je ne souris pas. Je ne jubilais pas. J'observais simplement. « Je te l'avais dit, Stéphane, » murmurai-je, bien qu'il ne pût m'entendre à travers la pièce chaotique. « Je t'avais dit que je survivrais. Je t'avais dit que je n'étais pas folle. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, un mantra silencieux de justification. Mais le drame était loin d'être terminé. Alors que les agents fédéraux s'apprêtaient à menotter Stéphane, Nicolas Dubois se leva de son siège à la table de la défense. « Agent, » dit Nicolas, sa voix tremblante alors qu'il pointait un doigt manucuré vers son propre client. « Monsieur Bernard vient d'avouer des crimes supplémentaires au procès-verbal.
Je vous suggère d'obtenir la transcription immédiatement. Traître! Rugit Stéphane. Il se jeta sur Nicolas, son visage tordu en un masque de haine pure et sans mélange. Le chaos de l'arrestation de Stéphane Bernard mit 20 minutes à se dissiper. La vue du PDG milliardaire traîné dehors menotté, hurlant des obscénités à son avocat et à sa femme, était le genre de spectacle qui dominerait le cycle des nouvelles de Paris à Los Angeles pendant des semaines. Quand les lourdes portes en chaîne se refermèrent enfin, laissant la salle d'audience dans un silence stupéfait et poussiéreux, seules quelques personnes restaient, moi, le juge Mercier, la sténographe judiciaire et Nicolas Dubois, qui fourrait frénétiquement des papiers dans sa mallette, ressemblant à un rat sentant que le navire s'était déjà brisé en deux. « Maître Dubois », dit le juge Mercier, sa voix résonnant dans la pièce vide avec le poids d'un coup de marteau. Nicolas se figea, la main planant au-dessus d'une pile de dossiers. « Votre honneur. Vous êtes dangereusement proche d'être radié du barreau. Si vous voulez sauver votre licence, vous coopérerez pleinement avec le séquestre désigné par le tribunal. Suis-je clair? Limpide, votre honneur, dit Nicolas, essuyant une perle de sueur de son front. Il me jeta un coup d'œil. Pendant un instant, ses yeux se plissèrent, un regard de calcul froid plutôt que de défaite, avant de se hâter vers la sortie latérale. Je restai seul à la table de la demanderesse. J'avais la tête qui tournait. La chute d'adrénaline arrivait, et elle allait être brutale. Madame Bernard, ou devrais-je dire Mademoiselle Leroy, dit le juge doucement. Je levai les yeux. Oui, votre honneur. Compte tenu de l'inculpation fédérale et du gel des avoirs personnels de Monsieur Bernard, la société, Dynamic Sterling, est effectivement sans tête. L'action va chuter en chute libre dès l'ouverture du marché demain matin. Des milliers d'emplois sont en jeu. Je sais, dis-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. C'est pourquoi j'ai demandé le contrôle. Le juge Mercier hocha lentement la tête. Je vous accorde une tutelle d'urgence sur les actions avec droit de vote détenues par le patrimoine conjugal. Jusqu'à ce que le divorce soit finalisé ou que le procès pénal se termine, vous êtes l'actionnaire majoritaire. Vous êtes, à toutes fins utiles, la propriétaire de Dynamic Sterling. Il se pencha en avant, son expression grave. Soyez prudente, Manon. Vous venez d'abattre un loup, mais vous êtes sur le point d'entrer dans une fosse aux vipères. Le conseil d'administration ne vous accueillera pas à bras ouverts. Ils essaieront de vous dévorer vivante. Je ramassai mon bloc-notes jaune. Je ne me sentais plus comme la femme tremblante qui était entrée dans cette salle d'audience il y a 3 heures. Qu'ils essaient, dis-je. 2 heures plus tard, une berline noire s'arrêta devant le gratte-ciel de verre étincelant dans le quartier de la Défense à Paris. Le logo de Dynamic Sterling était gravé dans l'acier au-dessus des portes tournantes. Je descendis sur le trottoir. Je n'avais pas changé de vêtements. Je portais toujours la robe vieille de 5 ans dont Stéphane s'était moqué, mais alors que je traversais le hall, l'atmosphère était électrique de peur. Les employés se blottissaient dans les coins, chuchotant derrière des mains en coupe. Ils avaient vu les alertes d'information sur leur téléphone. Ils savaient que la police avait perquisitionné le siège plus tôt ce matin-là. Quand j'atteignis l'étage de la direction, la réception était vide. La réceptionniste avait fui, craignant probablement une arrestation elle-même. Je me dirigeai directement vers les doubles portes en acajou de la salle du conseil. Je pouvais entendre des cris de l'intérieur. J'ouvris les portes. Autour de l'immense table ovale étaient assis 12 hommes et une femme, le conseil d'administration. Ils se disputaient bruyamment, des téléphones pressés contre leurs oreilles, des cravates desserrées, des vestes de costume jetées sur des chaises. La pièce se tut quand j'entrai. « Qui vous a laissé entrer » aboya Pierre Lefebvre, le président du conseil. Lefebvre était un raideur d'entreprise de 70 ans avec une réputation de dépeçage d'entreprise. « Sécurité. Faites sortir cette femme d'ici. »« Asseyez-vous, Pierre, dis-je. » Ma voix n'était pas forte, mais elle trancha la pièce surchauffée comme une lame de rasoir. Lefebvre ricana, son visage devenant cramoisi. « Excusez-moi. Savez-vous qui je suis? C'est une réunion restreinte. Rentrez chez vous faire des gâteaux, Manon. Votre mari est en prison et cette société est sous notre contrôle maintenant. » Je me dirigeai vers la tête de la table, vers le fauteuil vide de Stéphane. Je ne m'assis pas. Je me tins derrière, posant mes mains sur le dossier en cuir, sentant la texture froide sous mes paumes.
En fait, dis-je en sortant l'ordonnance du tribunal de mon sac et en la faisant glisser sur la table polie, elle est sous le mien. Lefebvre attrapa le papier. Il le lut, son visage devenant couleur de cendre. C'est insensé, balbutia Lefebvre. Mercier vous a donné les droits de vote? Vous n'avez aucune expérience. Vous êtes une femme au foyer. Je suis la tutrice désignée par le tribunal de la succession Sterling, le corrigé-jeu, qui détient 51% des actions avec droit de vote. Cela fait de moi la présidente. Et comme premier acte, je déclare cette réunion ouverte. Nous ne tolérons pas ça, dit un autre membre du conseil, un homme corpulent nommé Thierry Laurent. Nous déposons une motion d'urgence pour vous destituer. L'action a chuté de 40% en 2 heures. Nous devons vendre la division logistique à Amazon d'ici la fin de la journée pour sauver le capital. Non, dis-je. Qu'est-ce que vous voulez dire, non? Laurent se leva en claquant la main sur la table. Vous ne comprenez rien aux affaires. Nous avons une crise de liquidité. Nous avons une crise de corruption, répliquai-je. Et nous ne vendons pas la division logistique. Cette division emploie 4000 personnes dans le Grand Est et les Hauts-de-France. Si vous la vendez, ils perdent leur pension à cause de la façon dont Stéphane a structuré la dette. J'ai lu les contrats, Thierry. La pièce retomba dans le silence. Il me regardait différemment maintenant, non pas avec respect, mais avec prudence, comme si j'étais une bombe qui venait de commencer à faire tic-tac. Alors, quel est votre plan brillant? Ricana Lefebvre. Faire des câlins aux employés jusqu'à ce que l'action se redresse? Non, dis-je. Mon plan est d'extraire le cancer. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis une pile de chemises cartonnées. J'en jetai une devant Lefebvre, une devant Laurent, et une devant la femme membre du conseil, Sandrine Petit. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sandrine, ouvrant le dossier avec des doigts tremblants. Ça, dis-je, c'est un registre des pots de vin que vous avez reçu pour la construction du nouvel entrepôt dans le Val d'Oise. Vous avez approuvé une offre 20% plus élevée que le prix du marché. Et par coïncidence, l'entreprise de construction appartient à votre beau-frère, Sandrine. Sandrine devint blême. Je me tournai vers Lefebvre. Et vous, Pierre, vous vendez à découvert des actions Sterling depuis 3 mois. Vous saviez que Stéphane truquait les comptes. Vous pariez contre l'entreprise que vous étiez censé protéger. Lefebvre referma le dossier d'un coup sec. C'est de la diffamation. C'est dans les emails, dis-je. Stéphane gardait tout. Il ne vous faisait pas plus confiance que vous ne lui faisiez confiance. Je me penchai en avant, agrippant le fauteuil jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Voici comment ça va se passer. Lefebvre, Laurent, Petit, vous démissionnez. Avec effet immédiat. Vous invoquerez des raisons de santé personnelle. Si vous le faites, je ne remettrai pas ces dossiers aux agents de l'AMF qui sont actuellement en bas en train de saisir les serveurs. Si vous me combattez, vous partagerez une cellule avec Stéphane. Lefebvre regarda les autres membres du conseil. Ils détournèrent le regard, étudiant leurs chaussures ou le plafond. Il était seul. Vous êtes une sorcière, siffla Lefebvre. Je suis une épouse qui a été attentive, répliquai-je. Dehors. Lefebvre se leva, prit son manteau et sortit en trombe. Laurent et Petit suivirent, la tête baissée de honte. Je regardai les 9 membres restants du conseil. Ils restaient parfaitement immobiles, terrifiés. Maintenant, dis-je, m'asseyant enfin dans le fauteuil en cuir. Il était trop grand pour moi, mais je remplissais la pièce de ma présence. Parlons de la façon dont nous allons rembourser le fonds de pension. La première semaine de mon règne en tant que PDG par intérim de Dynamique Sterling fut un tourbillon d'adrénaline et de caféine. J'avais purgé le conseil, stabilisé l'action et gagné le cœur des employés. Pour le monde extérieur, j'étais l'héroïne victorieuse. Mais à l'intérieur de la suite exécutive silencieuse aux parois de verre au 42e étage, je ressentais un malaise lancinant. Je gagnais la guerre pour l'entreprise, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi la guerre avait commencé. Pourquoi Stéphane, un magnate milliardaire, avait-il épousé la fille d'un militant associatif d'une petite ville en Bretagne il y a 10 ans? Il était 23 heures un jeudi. Les agents d'entretien étaient partis depuis longtemps, laissant le bureau dans un silence lourd et pressurisé. J'étais assise au bureau massif en acajou de Stéphane,
fixant une peinture d'une goélette du 19e siècle sur le mur. Je me souvins que Stéphane s'était un jour vanté, à moitié ivre de scotch, qu'il gardait sa véritable assurance derrière ce navire. Je me levai, retirai la peinture et trouvai un coffre-fort mural. Je tapai le code. L'ego de Stéphane était si fragile qu'il utilisait son propre anniversaire, et la lourde porte en acier s'ouvrit en un clic. Il n'y avait pas d'argent à l'intérieur, juste une pile de vieux disques durs et un seul carnet usé relié en cuir rouge. Je pris le carnet sur le bureau et allumai la lampe de lecture en laiton. J'ouvris la couverture. Ce n'était pas un grand livre. C'était un journal de pêcher. Il cataloguait des pots de vin, des déversements illégaux et des stratagèmes de chantage remontant à 20 ans. Mais en tournant les pages vers les entrées de 2014, mon sang se glaça. Entrée du 12 juin 2014, cible identifiée. Manon Leroy, fille de Georges Leroy, propriétaire des maisons de ville sur le front de mer. Il ne veut pas vendre. Il prétend que la terre est sacrée pour sa famille. ND. Dit que nous avons besoin d'une solution de contournement. Mes mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. Leroy était mon nom de jeune fille. Mon père, Georges, avait été un homme têtu et fier, mort sans le sou. Du moins, c'est ce que je pensais. Je tournai la page, mon cœur martelant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Entrée du 4 juillet 2014, ND. Suggère la voix du veuf. Si Georges meurt sans testament, la terre revient à la fille. Si j'épouse la fille, la terre devient un bien matrimonial. Nous pouvons contourner la société de protection du patrimoine. C'est plus propre qu'un rachat. Je haletai, un son rauque dans la pièce vide. La romance, les fleurs, la façon dont Stéphane m'avait accidentellement bousculé au café. Ce n'était jamais de l'amour. C'était une acquisition d'entreprise. Je n'étais rien de plus qu'un titre de propriété avec un battement de cœur. Mais l'entrée suivante brisa mon âme. Entrée du 15 août 2014, problème résolu. Le vieil homme ne voulait pas s'écarter de la route. ND. Conduisait. C'était sale mais efficace. Rapport de police déposé comme un délit de fuite. Pas de témoin. Nous possédons la fille maintenant. Les larmes brouillèrent ma vision. Mon père n'était pas mort d'une crise cardiaque ou d'un accident fortuit. Il avait été assassiné, écrasé dans la rue comme un animal pour que Stéphane puisse construire une tour de luxe. Et les initiales ND. Nicolas Dubois. Le bourdonnement de l'interphone sur mon bureau me secoua si fort que je faillis laisser tomber le livre. Madame Bernard, crépita la voix du gardien de nuit. Maître Dubois est là. Il dit qu'il a des papiers urgents concernant l'accord de plaidoyer. Je fixai l'interphone, paralysé. Le meurtrier était dans le hall. Faites-le monter, murmurai-je, ma voix sonnant étrangère à mes propres oreilles. J'avais quelques secondes. Je fourrai le carnet rouge dans mon sac à main. Je glissai mon téléphone sous une pile de dossiers, lançant l'enregistrement sur l'application mémo vocale. J'attrapai une bombe de gaz poivré que j'avais commencé à porter depuis le début du divorce et la cachai dans ma paume, la dissimulant sous une chemise. L'ascenseur sonna. Le son était assourdissant dans le bureau silencieux. Nicolas Dubois entra. Il n'était pas l'avocat impeccable aujourd'hui. Il portait un trench coat sombre, les yeux cernés de rouge, ressemblant à un homme qui avait regardé dans l'abîme essillé. « Vous travaillez tard, Manon » dit Nicolas en fermant la lourde porte en chêne derrière lui. Le verrou cliqua. « Vous vous êtes habitué au trône assez naturellement. »« Que voulez-vous, Nicolas » demandai-je. Je restai derrière le bureau, mes jointures blanchies sur la chemise. « Je suis ici pour vous sauver » mentit Nicolas en se dirigeant vers le bar. Il se servit un scotch, sa main stable. « Stéphane est en train de craquer. Il va balancer tout le monde aux fédéraux. Moi, le conseil, vous. Mais je peux vous protéger, Manon. Je peux m'assurer que votre nom reste en dehors de l'acte d'accusation. Je n'ai rien fait de mal, dis-je en le surveillant comme un faucon. Ça n'a pas d'importance, sourit Nicolas, une expression froide et reptilienne. Il contourna le bureau, envahissant mon espace. J'ai besoin d'un levier. J'ai besoin du carnet, Manon. Je cessai de respirer. Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Arrêtez de jouer l'idiote, soupira Nicolas en s'appuyant contre le bord du bureau. J'ai suivi le journal biométrique. Vous avez ouvert le coffre. Vous savez pour le terrain. Vous savez pour l'accident. Ce n'était pas un accident, dis-je, ma voix tremblant de rage. Vous l'avez tué. Vous avez tué mon père. Le silence qui suivit était assez lourd pour broyer des os. Nicolas ne nia pas. Il but une gorgée de son verre, l'air ennuyé. C'était nécessaire, dit-il simplement. Georges était un obstacle. Nous l'avons retiré, et vous avez eu une vie de luxe en échange. Était-ce vraiment un si mauvais marché? Vous êtes un monstre, murmurai-je. Je suis un pragmatique, me corrigea Nicolas. Il posa le verre. Maintenant, donnez-moi le livre. Si le PNF met la main dessus, c'est une accusation de meurtre. Je ne tomberai pas seul, Manon. Je fabriquerai des preuves que vous conduisiez la voiture. Qui croiront-ils? La veuve éplorée ou l'ex-femme avide? Il tendit la main. Le livre, maintenant. Je regardai la porte. Elle était à 6 mètres. Je regardai Nicolas. D'accord, dis-je en plongeant la main dans mon sac. Vous avez gagné. Je sortis le carnet rouge. Les yeux de Nicolas s'illuminèrent de cupidité. Il tendit la main pour le prendre. Je jetai le livre en l'air au-dessus de sa tête. L'instinct de Nicolas prit le dessus. Il se retourna, se jetant pour attraper la preuve avant qu'elle ne touche le sol. Dans cette fraction de seconde, je laissai tomber la chemise, lever le gaz poivré et déchaîner un jet de feu orange brûlant directement sur son visage. Nicolas hurla, le son primal et terrifiant. Il se griffa les yeux, reculant en trébuchant dans le bar. Le verre se brisa alors qu'il s'écrasait dans les étagères. Je n'hésitai pas. Je ramassai le carnet sur le sol et d'étalai. Sorcière! Rugit Nicolas, se débattant aveuglément. Tu es morte. Je courus vers l'ascenseur, frappant de la main le bouton d'appel. Allez. Allez. Je pouvais entendre Nicolas trébucher dans le couloir derrière moi, maudissant dans une rage aveugle. Les portes s'ouvrirent. Je me jetai à l'intérieur et appuyai sur le bouton du hall. Alors que les portes se refermaient, je vis Nicolas débouler dans le couloir, le visage enflé et rouge, un éclat de verre brisé à la main. Les portes se fermèrent, m'enfermant. Mais alors que l'ascenseur descendait, je savais que le cauchemar n'était pas terminé. J'étais piégé dans un immeuble avec un tueur, et il n'y avait nulle part où se cacher. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un joyeux carillon qui semblait obscènement lumineux dans le hall sombre. Je sortis en titubant dans l'espace caverneux de marbre et de verre. D'habitude, c'était animé, mais ce soir, c'était un tombeau silencieux. Je sprintai vers les portes tournantes, mes talons claquant bruyamment sur le sol poli. Je poussai contre le verre lourd. Il ne bougea pas. La panique monta dans ma gorge. Le protocole de sécurité nocturne. Le bâtiment se verrouillait automatiquement à minuit. Je fouillai frénétiquement mes poches, mais le badge d'accès de Stéphane avait disparu, tombé dans la lutte à l'étage. J'étais piégé. Manon. Le cri résonna dans la cage d'ascenseur, suivi du bruit sourd de pas sur la porte de l'escalier de secours. Nicolas n'avait pas attendu l'ascenseur. Il descendait les escaliers, et il se rapprochait à chaque seconde. Il avait pris les escaliers, alimenté par une rage meurtrière terrifiante qui semblait défier ses limites physiques. Manon Leroy plongea derrière l'imposant bureau de sécurité en granit dans le hall juste au moment où la lourde porte en acier de l'escalier s'ouvrit violemment, claquant contre le mur avec une violence qui résonna dans l'atrium vide. Nicolas Dubois entra en boitant dans le hall caverneux, et il ressemblait à quelque chose sorti d'un cauchemar. Ses yeux étaient injectés de sang et pleuraient des larmes incontrôlables à cause du gaz poivré. Sa peau était tachetée, enflée et rayonnait de chaleur. Dans sa main droite, il serrait un éclat de cristal lourd et déchiqueté, probablement un morceau cassé d'un trophée dans le couloir, maintenant reconverti en poignard improvisé capable de causer des dommages mortels. « Je sais que tu es là, Manon » râla Nicolas, sa voix sonnant comme du gravier broyé contre du verre alors qu'elle rebondissait sur les murs froids en marbre. Le bâtiment est en confinement total. Les portes sont magnétiques. Tu ne peux pas sortir et je t'assure que la police n'arrivera pas à temps pour te sauver. Manon s'accroupit plus bas, pressant son dos contre la pierre froide du bureau,
serrant le carnet en cuir rouge contre sa poitrine comme un bouclier. Son autre main agrippait son smartphone si fort que ses jointures blanchirent. L'écran était allumé. L'appel avec l'agente spéciale Léa Moreau, silencieux mais bien connecté. « Tu crois vraiment que tu as gagné, n'est-ce pas » railla Nicolas, se déplaçant lentement vers le centre de la pièce. Il chassait au son, inclinant la tête, essayant d'écouter au-delà du flux de sang dans ses propres oreilles. « Tu crois que juste parce que tu as trouvé un journal, tu peux nous faire tomber. Stéphane est faible. Il l'a toujours été. Mais moi, je résous les problèmes. Je règle les choses. Comme j'ai réglé le problème de ton père il y a toutes ces années. » Il s'arrêta de bouger. Dans le silence du hall, la climatisation bourdonnait, mais ce n'était pas suffisant pour masquer le son de la respiration haletante et terrifiée de Manon derrière le bureau. « Je t'ai trouvé », murmura Nicolas. Il bondit au coin du poste de sécurité avec une vitesse surprenante. Manon hurla, un son brut d'instinct de survie pur, et recula à quatre pattes, mettant de la distance entre elle et l'homme qui avait détruit sa famille. Elle recula vers l'imposante fontaine décorative au centre du hall, l'eau cascadant sur ses tuiles d'ardoise. Nicolas réduisit la distance, levant le poignard de verre au-dessus de sa tête, son visage tordu en un masque de haine pure et sans mélange. « Donne-moi le livre, Manon, gronda-t-il, la salive volant de ses lèvres. « Donne-le-moi maintenant, et je ferai ça vite. » Manon leva les yeux vers l'éclat de verre mortel qui captait les lumières du hall. Elle regarda l'homme qui avait orchestré les plus grandes tragédies de sa vie. Puis elle baissa les yeux sur le téléphone dans sa main. Quelque chose en elle changea. La peur s'évapora, remplacée par une résolution froide et dure. « Non, » dit-elle, sa voix tremblant d'abord, mais gagnant en acier à chaque syllabe. « Je ne te donne pas le livre, Nicolas. Mais je vais te donner un public. » Elle brandit le téléphone, l'écran brillant dans le hall sombre. « Agent Moreau, avez-vous entendu cette confession ?» Une voix nette et amplifiée traversa le silence, assez forte pour que Nicolas l'entende par-dessus le bruit de l'eau de la fontaine. « Nous avons tout enregistré, Madame le Roi. Restez à terre et regardez l'entrée principale. » Nicolas se figea, son bras toujours levé, la confusion obscurcissant ses yeux enflés. Soudain, le monde explosa. Les immenses portes tournantes en verre à l'avant du bâtiment de Dynamique Sterling volèrent en éclats vers l'intérieur avec un fracas assourdissant alors qu'un fourgon blindé du raid percutait l'entrée, le métal gémissant contre la pierre. Des hommes en équipement tactique lourd envahirent l'ouverture déchiquetée, les faisceaux rouges de leurs viseurs laser coupant la poussière et les débris comme des sabres laser. Agents fédéraux. Lâchez l'arme. À terre. Les ordres furent aboyés avec autorité, rebondissant sur les hauts plafonds. Nicolas Dubois se tenait là, clignant des yeux sous les lumières tactiques aveuglantes, l'air petit et pathétique contre le mur des forces de l'ordre. Réalisant que c'était vraiment fini, que son argent et ses relations ne pouvaient pas le sauver de cela, il laissa tomber l'éclat de verre. Il se brisa sans bruit sur le sol en marbre. Il tomba à genoux, levant les mains en signe de défaite. Alors que les officiers l'encerclaient, le menottant et l'emmenant, l'agente spéciale Léa Moreau traversa calmement les débris, ses talons claquant sur le sol. Elle s'approcha de Manon, qui se tenait près de la fontaine, tremblant alors que l'adrénaline commençait à quitter son corps. « Madame le Roi, vous allez bien ?» demanda Moreau, sa voix s'adoucissant. Manon prit une profonde inspiration et lui tendit le carnet rouge. « Tenez, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Le meurtre, la fraude, l'appropriation du terrain. Tout est là-dedans. Chaque page. » 6 mois plus tard, la chute de l'empire que Stéphane Bernard et Nicolas Dubois avaient construit était absolue et irréversible. Nicolas, privé de toute immunité potentielle en raison des nouvelles preuves accablantes et de sa confession enregistrée, fut accusé de meurtre au premier degré, de racket et de fraude. Il n'alla jamais jusqu'au procès. Il mourut en prison 3 mois après son incarcération, une fin solitaire pour un homme qui pensait posséder le monde. Stéphane Bernard, face à une montagne de preuves, accepta un accord de plaidoyer. Il accepta 25 ans de prison fédérale. La dernière fois que Manon le vit, il pleurait alors que les huissiers l'emmenaient menotté, son costume coûteux remplacé par une combinaison qui flottait sur sa silhouette. Mais l'histoire se termina exactement là où elle avait commencé, avec la terre. Par un matin d'automne frais et doré, Manon se tenait à la tête de la table de la salle du conseil dans le gratte-ciel qui l'intimidait autrefois.
Les raideurs d'entreprise et les avocats habiles étaient partis. À leur place se trouvaient des chauffeurs de camions aux mains calleuses, des chefs d'équipe en polo et des secrétaires qui avaient fait tourner l'entreprise pendant des décennies. Cette entreprise a été construite sur la terre pour laquelle mon père est mort, leur dit Manon, sa voix claire et forte. Il croyait au travail honnête et à la communauté. À compter d'aujourd'hui, Dynamic Sterling n'est plus une société privée. C'est une coopérative appartenant aux employés. Vous possédez les actions. Vous gardez les bénéfices. La salle éclata en acclamations, en larmes et en applaudissements, un son bien plus doux que n'importe quelle assemblée d'actionnaires. Manon sortit du bâtiment, l'air d'automne frais sur son visage, et conduisit sa petite berline modeste jusqu'à un cimetière tranquille juste à l'extérieur de la ville. Elle marcha sur les feuilles craquantes jusqu'à atteindre une pierre tombale simple et bien entretenue. On pouvait y lire « Georges Leroy ». Elle s'agenouilla dans l'herbe, ne se souciant pas des taches sur son jean. « Je l'ai récupéré, papa », murmura-t-elle, plaçant une copie de l'ordonnance du tribunal sur l'herbe à côté d'un bouquet de lys frais. « J'ai récupéré la terre et je leur ai fait payer ce qu'ils t'ont fait. » Elle se leva, s'essuyant les yeux, mais c'était des larmes de soulagement, pas de tristesse. Elle n'était plus la serveuse. Elle n'était plus la victime. Elle était Manon Leroy, et elle n'avait jamais été aussi forte. On dit toujours que l'enfer n'a pas de furie comparable à celle d'une femme bafouée. Mais Manon a prouvé que la furie n'est pas toujours bruyante, et qu'elle n'est pas toujours chaotique. Parfois, la vraie furie est organisée. Elle est patiente. Et elle est légale. Stéphane et Nicolas se croyaient intouchables parce qu'ils avaient l'argent, le pouvoir et la loi à leur solde. Ils se sont moqués de Manon parce qu'elle n'était qu'une épouse, qu'un inconvénient temporaire. Mais ils ont oublié la règle la plus importante de la survie, on n'accule jamais, au grand jamais, une femme qui n'a plus rien à perdre. Manon n'a pas seulement gagné un règlement de divorce. Elle a démantelé un empire criminel brique par brique et a révélé un meurtre vieux de plusieurs décennies. Si vous avez apprécié cette histoire de justice servie glacée, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et nous fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer le drame. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que 25 ans était suffisant pour Stéphane ou méritait-il la perpétuité comme Nicolas ?